que nous avions qualifié, monsieur le recteur et moi hier, de retour au pays natal. Cela doit vous évoquer quelques ouvrages d'un certain Aimé Césaire, que vous avez sans doute parcouru comme nous. C'est la dernière étape de ce retour au pays natal. Et en 2 semaines, j'ai parcouru pas mal de chemins, j'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré pratiquement toutes les promotions de la première année à la formation doctorale, dans la filière de sciences juridiques, mais aussi dans la filière de sciences politiques. Et je dois vous dire que j'ai eu ainsi l'occasion de mesurer, en quelque sorte, de constater, voire de découvrir dans le réel la vitalité de notre université. C'est une vitalité qui, au moins dans la filière des sciences juridiques et politiques, est essentiellement une vitalité de promesses, des promesses intellectuelles et scientifiques. Il y en a eu en première année, en deuxième année, aujourd'hui avec vous en licence et en master. Et je pense qu'il est de notre devoir universitaire de permettre à ces promesses de s'accomplir demain. C'est un chemin de rigueur. Nous y reviendrons sans doute au cours de la conférence, mais c'est un chemin passionnant et j'espère qu'un certain nombre d'entre vous vont s'y engager. À l'occasion de ce retour, nous avions convenu que ma mission principale était de renforcer les capacités de l'école doctorale, et donc nous avons eu un certain nombre de séminaires sur des méthodes de la méthodologie de la thèse en sciences juridiques et en sciences politiques. Mais j'avais résolu également, je ne pouvais pas revenir dans cette université, dans ce pays, dans la situation où nous sommes, sans vous entretenir d'un certain nombre de questions qui constituent des enjeux juridiques fondamentaux, mais qui constituent également des enjeux nationaux décisifs pour l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi les 3 thèmes, dont le dernier sera l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. L'État pour commencer, la Constitution pour continuer et aujourd'hui la communauté internationale. Alors, les thèmes sont apparemment divers, mais lorsqu'on les regarde dans une perspective centrafricaine, le lien entre ces 3 thèmes est évident. Je veux dire par là que la République centrafricaine se trouve aujourd'hui confrontée à un défi majeur qui est celui de la reconstruction, de sa reconstruction en tant qu'État souverain et en tant qu'État démocratique, avec le concours de la communauté internationale. Du moins espère-t-on que ce ne soit qu'un concours et non une participation s'inscrivant dans d'autres registres qui sont notamment le registre du commandement ou le registre du dictat, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Lorsque je dis que notre pays est confronté au défi de sa reconstruction en tant qu'État, qu'est-ce que cela veut dire ? Placé dans la perspective de la première conférence qui concernait l'État, cela veut dire essentiellement que la RCA a aujourd'hui à reconquérir chacun, je dis bien chacun, des attributs de l'État. L'unité de son territoire, je n'ai pas besoin de vous rappeler que cette unité est menacée, la cohérence et la cohésion de sa population, puisque l'existence d'un peuple est un de ces éléments caractéristiques de l'État, mais aussi et surtout l'autorité incontestable, l'autorité unique, souveraine, de ces organes dirigeants sur ce territoire et sur cette population. J'y avais insisté quelque peu, la définition que donne Max Weber de l'État, il se caractérise par le monopole de la violence physique légitime. Et l'État centrafricain a besoin de cette reconquête-là. C'est aussi, lorsque je parle du défi de la construction d'un État souverain et démocratique, j'entends parler également, en me plaçant dans la deuxième perspective, qui est celle de la deuxième conférence, qu'au tournant où nous nous situons aujourd'hui, à ce tournant-ci, il appartient non seulement à l'État, mais aux Centrafricains
de s'inventer une identité constitutionnelle nouvelle, qui leur appartienne. Une identité constitutionnelle, cela signifie d'abord restaurer l'idée même de constitution. Vous avez tous ici suivi un cours de droit constitutionnel, vous en avez eu plusieurs définitions, mais lorsque vous regarderez à nouveau ces définitions, placez-les dans la perspective suivante, qui est le fond des définitions qui vous ont été données. La Constitution, c'est l'expression à un moment donné du génie d'un peuple. C'est la raison pour laquelle je pense que réinventer, refonder l'État, c'est permettre pour la première fois de son histoire à la République centrafricaine et aux Centrafricains de poser et d'identifier les problèmes qui sont les leurs, d'inventer les solutions, de se faire accompagner éventuellement par des spécialistes pour les traduire dans la langue juridique, mais en tous les cas, non, de quitter les terrains du mimétisme absolu qui est une forme de paresse équivalente à la mort de l'esprit. Et voilà ce que je disais, voilà ce que recelait cette conviction que j'avais, et me direz-vous, la communauté internationale dans tout cela? Eh bien, c'est l'objet, précisément l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Et si vous le permettez, je vais commencer par quelques observations liminaires qui, tout en étant liminaires, sont au fond du sujet. À chacune de mes conférences, j'ai commencé par ces considérations de méthode. Ne négligez jamais le liminaire, ne négligez jamais l'introduction. C'est ici que se pose la pensée fondamentale, c'est ici que se pose la discrimination des éléments qu'on retient ou qu'on ne retient pas, et des raisons pour lesquelles on les retient ou on ne les retient pas. Donc, observation liminaire, d'abord sur la communauté internationale. Observation réaliste du terrain. Nous sommes en République centrafricaine. Voici une notion qui est entrée dans la réalité de tous les Centrafricains, quels qu'ils soient aujourd'hui. C'est une notion que nous retrouvons dans les résolutions du Conseil de sécurité à propos de la RCA, dans les rapports du secrétaire général des Nations Unies à propos de la RCA, que vous entendez à longueur de journée à travers la presse, lorsqu'on prend à témoin la communauté internationale, qu'on retrouve dans des déclarations, dans des communiqués de presse, voire même dans des communiqués d'état-major, enfin des communiqués dits d'état-major, qui en appellent à la communauté internationale. Et lorsqu'on regarde le réel, ce réel, on se dit que la communauté internationale est devenue un acteur majeur de la vie de ce pays, voire un acteur majeur de l'avenir de ce pays. Voilà un interlocuteur incontournable, peut-être même décisif, pour l'avenir des Centrafricains. Alors, à partir de cette simple observation, vous vous direz, la question qui est posée à l'origine, celle de savoir si la communauté internationale existe bel et bien, c'est ça le sujet de la conférence d'aujourd'hui, cette question qui est de savoir si la communauté internationale existe est soit de l'ordre du négationnisme, participe d'une théorie négationniste qui se refuse à regarder le réel en face, soit, à la limite, pourquoi pas, participe d'une certaine forme de provocation. Je choisirai la deuxième hypothèse, et encore, c'est une provocation de l'esprit. Ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir ensemble sur ce que communauté internationale veut dire en droit, sur ce que nous pouvons en retenir quant à la contexture de la communauté internationale, personne juridique ou non personne juridique. Et donc, c'est cette forme de provocation qui est à l'essence de l'académie, la provocation de l'esprit, que je vous invite maintenant. Alors, dans la perspective qui est la nôtre, quelques points élémentaires. D'abord, que vous évoque la notion de communauté internationale
à des étudiants en licence de droit. Si vous avez bien suivi vos leçons, je crois que vous admettrez avec moi que c'est une notion qui, à tout le moins, s'inscrit dans un univers particulier qui est l'univers des relations internationales. La communauté internationale n'est pas de l'ordre, n'est pas une composante de l'ordre interne, n'est pas un acteur du droit interne, même si, après, la communauté internationale peut avoir des prétentions sur les territoires des États. Fondamentalement, c'est un acteur qui s'inscrit dans l'univers des relations internationales. Mais vous savez également que cet acteur, qui est relativement nouveau sur la scène, que cet acteur vient s'ajouter à d'autres acteurs dont certains ont fondé le droit international, qu'on appelait alors le droit des gens. Je veux parler de l'État, je veux parler des organisations internationales que vous connaissez tous, je veux aussi parler des organisations dites non gouvernementales qui aujourd'hui, au plan international, jouent un certain rôle. Et donc, à partir du moment où la communauté internationale est entourée ou s'inscrit dans une liste d'acteurs, il nous faut pouvoir situer la communauté internationale par rapport à ces acteurs-là, et il nous faut le situer juridiquement. Enfin, vous aurez noté également que la dénomination même, et en droit les mots ont un sens, on n'emploie pas un mot pour un autre, le mot que l'on emploie est une qualification. La qualification juridique entraîne ou comporte une intention de transformation du réel, autrement dit, je qualifie pour appliquer un régime juridique, pour appliquer un ensemble de règles déterminées et en exclure d'autres. Lorsque nous qualifions de communauté internationale, nous nous inscrivons dans un registre, dans un univers de qualification qui est complexe. À côté du mot ou des deux mots communauté internationale, il en est d'autres qui sont employés dans la vie internationale et dans la vie juridique. J'ai suivi présentement qu'on a voulu créer une chambre au niveau de l'Assemblée nationale, à savoir le Sénat. Je voulais vous poser la question de savoir quel est votre apport par rapport à la création de cette chambre. De tirer les leçons de son histoire et de son passé, et voilà pourquoi moi je pense, peu importe, je ne rentrerai pas dans la discussion sur la légitimité du CNT, les personnes qui m'ont reçu au CNT savent ce que je pense, au moins de quelques aspects de l'avant-proposition de constitution qu'ils ont élaborée. Je ne me suis pas caché pour leur dire qu'il y avait des idées intéressantes, notamment cette idée d'interdire dans la Constitution l'accès au pouvoir par la force et l'idée de la sortir d'une sanction. Je parle d'idée, mais que sur le plan juridique, le document qui était présent, je le dirais ici de façon diplomatique, était très loin de la perfection. Très loin de la perfection, et pas seulement sur un plan juridique, je pense également qu'il était peut-être loin des problèmes qui se posent aujourd'hui à la République centrafricaine, comment après le drame que traverse ce pays, comment imaginer demain la cohésion de l'ensemble, comment articuler les uns avec les autres, comment poser la question de la souveraineté territoriale. Pourquoi pas poser pour la première fois dans la Constitution la question de la souveraineté sur les ressources naturelles? Pourquoi pas? Voilà autant de questions. Voilà autant de questions qui me font penser que, qui me font dire que dans le malheur que vit la République centrafricaine aujourd'hui, il est possible de faire table rase et de se mettre à réfléchir. Qu'est-ce qui a conduit ce pays dans ce gouffre et à cette situation? Comment peut-on, quelle solution peut-on y apporter, en étant parfaitement conscient que le droit n'apporte pas de réponse à tout et que la Constitution ne saurait répondre à tout. Mais la Constitution, comme acte fondamental, doit pouvoir y répondre. Voilà le sens de la réponse que je vous ai donnée. Pour le reste, lorsque vous m'avez observé hier,
demandé à participer à une commission gouvernance du futur forum de Bangui et que je me fais un plaisir et un honneur particulier de pouvoir participer à cela. Place un Sénat parce que je voudrais m'assurer d'une bonne distribution à ma propre clientèle politique demain. Si c'est ça, on ne discute pas. En revanche, si vous voulez prendre la chose sérieusement, le Sénat, en tout cas l'idée d'une deuxième chambre, n'est pas une idée si absurde que cela, elle n'est pas plus absurde dans le contexte centrafricain que d'autres idées. Celle du fédéralisme, par exemple, celle de la Constitution, celle du gouvernement des préfectures, dont j'ai parlé lorsque j'ai discuté de la question constitutionnelle, notamment. Le tout est de savoir ce que l'on veut faire de ce Sénat. Quel est le modèle politique que l'on veut installer? Parce que figurez-vous que, pour moi, la question du Sénat pose une interrogation beaucoup plus fondamentale que celle que vous semblez sous-entendre lorsque vous posez la question. Nous sommes dans un pays qui a toujours été considéré depuis l'indépendance comme étant un pays unique, disposant d'un pouvoir central qui a légitimité pour l'ensemble du pays, disposant d'autorités dont la magistrature s'étend à l'ensemble des régions sans considération d'appartenance préfectorale, d'appartenance ethnique, etc. Or, le Sénat, qu'est-ce? C'est une représentation des territoires, c'est une représentation, s'agissant de la République centrafricaine, éventuellement des régions et des ethnies. Mais ce n'est pas n'importe quelle représentation, c'est une représentation pour exercer une partie du pouvoir d'État. C'est donc le transport de particularismes locaux vers le sommet de l'État, et ce serait la première fois que cela se verrait en République centrafricaine, et cela mérite réflexion. Il me semble que votre question m'amène, pour l'essentiel, à insister sur cet élément-là. Après, il y a tous des éléments contingents, ça vous pouvez en discuter avec vos amis, vos professeurs, voire avec vous-même de temps en temps. Non, politique, sociale et économique. Et j'ai été très touché tout à l'heure par cette conférence parce que vous avez parlé de la communauté internationale. Et à mon avis, la question n'a pas été suffisamment discutée. Je vois ma réaction, mais n'a pas été suffisamment étayée par ma conscience parce que nous vivons un capaton, la RCA, qui est un pays qui a pratiquement été au bord de la guerre et a vu à son chevet arriver la communauté internationale, en commençant par la première puissance qui est la France. La France qui a volé au secours de la RCA en tant que membre de la communauté internationale, mais qui par là, n'oublions pas, fait partie des grandes puissances qui ont gagné la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, vous êtes d'accord avec moi, avec la création des Nations Unies, il y a eu le Conseil de sécurité qui est un cercle de grandes puissances. C'est le cercle des vainqueurs auquel s'est ajoutée la Chine. La Chine et aujourd'hui, bon, la Russie flotte un peu, mais c'est presque tous ces pays-là qui continuent de gérer la communauté internationale. Donc, ma première question par rapport à la RCA. Est-ce que la RCA est parrainée dans cette communauté internationale par une des puissances de l'époque qui continue de faire ce même travail? Deuxièmement, mais quel est le sens réel qu'on peut donner à tous les États qui font partie de la communauté internationale sur le plan juridique? Ont-ils tous les mêmes droits d'action et de bénéfices? Ça, c'est la deuxième question. Et troisièmement, quel sera le devenir de la RCA par rapport à la communauté internationale dès l'instant où la question ne se discute pas, mais ça se comprend dans les facs? Mais est-ce qu'on en parle? Voilà ce que je veux vous demander. Merci, monsieur le recteur, et puis merci de ces premiers mots et pour l'accueil également. Pour en venir aux questions, je pense qu'il y a plusieurs niveaux
l'emploi du mot communauté internationale et dans la vie courante, c'est un peu ce que je voulais dire. Nous parlons de communauté internationale pour désigner une réalité qui pour nous est claire, mais qui va plus loin dans les prétentions dans la vie internationale. Lorsque le Conseil de sécurité parle de communauté internationale, lorsque la France, par exemple, intervient et parle de communauté internationale, elle dit plus que le fait qu'elle appartient à un ensemble de nations qui sont membres des Nations Unies, elle veut dire qu'elle porte le flambeau de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'elle porte les intérêts de l'ensemble de la communauté humaine qui est le soubassement des États. Et c'est là que, notamment, je n'emploie, personnellement, je préfère ne pas employer le terme communauté internationale pour désigner les membres des Nations Unies, les États membres des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est une organisation de type classique, qui est née comme une organisation, mettons, côté à côté, joignant des souverainetés. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies sont tous des États souverains. C'est d'ailleurs la deuxième question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc moi, je préfère parler de société internationale. De société internationale parce que le terme, de mon point de vue, est plus neutre. Elle signifie que nous sommes dans un ensemble tous. Nous disposons de droits et d'obligations. Nous ne sommes pas suffisamment structurés pour avoir des intérêts totalement communs et pour imaginer une gestion commune de nos intérêts communs. Pour revenir à l'Organisation des Nations Unies, il va de soi qu'aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies est une organisation qui mériterait d'être refondée. C'est une organisation de l'après-guerre, c'est une organisation qui n'a pas tiré les conséquences de l'apparition de la moitié des États qui le composent à partir de la fin des années 50, c'est-à-dire du large mouvement de décolonisation. Voilà un fait de l'histoire qui a été insuffisamment pris en compte dans l'organisation même. Par ailleurs, aujourd'hui, que peut signifier l'existence d'un Conseil de sécurité dans la configuration où on la trouve aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous et je partage votre opinion sur le fait que nous sommes ici face à un pouvoir de guerre, en tout cas aux vainqueurs. C'est la justice des vainqueurs qui se sont arrogés la grosse part du gâteau, qui se sont arrogés en fait la permanence au sein du Conseil de sécurité. Et quand on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité est la seule instance des Nations Unies capable de prendre des décisions obligatoires, sous forme de résolution bien sûr, des décisions obligatoires et qui obligent y compris des personnes privées, c'est la mesure, ça donne la mesure de la puissance de ces États. Et l'idée qui est sous-jacente, et c'est ainsi que les États permanents se défendent toujours encore aujourd'hui, l'idée qui est sous-jacente au Conseil de sécurité, et donc, par exemple, la France ou les États-Unis considèrent qu'ils forment leur légitimité. C'est l'idée selon laquelle la société internationale d'aujourd'hui est une société des souverainetés, des volontés. Vous faites, vous acceptez, vous n'acceptez pas, jusqu'au moment où se trouve en péril le devenir commun. C'est le sens du chapitre 7. Lutte armée entre les États. Aujourd'hui, les menaces contre la paix et la sécurité internationale sont envisagées de façon très large. Ce n'est plus seulement une menace militaire, ce peut être également la violation des droits de l'homme, ce peut être... Donc, on a une panoplie telle, on a une compréhension telle de la notion qui est le déclencheur du pouvoir du Conseil de sécurité, que le Conseil de sécurité a quasiment voit ses pouvoirs démultipliés. Bien sûr, ça nous renvoie à votre deuxième question. Que faire des États? Est-ce que les États sont les mêmes? Ils appartiennent de la même manière à la communauté internationale, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, etc. Dans nos amphithéâtres de droit, d'ailleurs à cette place-ci, j'avais appris du cours magnifique du professeur Diapou, Émile Diapou, qu'il y avait l'égalité souveraine des États. C'est un principe du droit international, les États sont souverains et ils sont également souverains. Le petit État qui fait
100 km² comme le grand mastodonte qui en fait des millions de kilomètres carrés. Celui qui dispose d'une force économique considérable, l'autre qui dispose des mêmes droits et des mêmes obligations dans les relations internationales. Maintenant, le droit est aussi, et je le disais à nos étudiants de sciences politiques, mais ça intéresse aussi les juristes, il ne faut jamais négliger le fait que le droit est le produit aussi de rapports de force, que ce soit dans sa production ou dans son application, et qu'il y a d'une part l'affirmation du principe, et il y a la mise en œuvre du principe, et entre les deux, il y a une distance où s'expriment des rapports de pure force dans les relations internationales, et notre pays n'est pas dans ces dispositions aujourd'hui pour pouvoir résister à cette marée-là aussi puissante. Ce sur quoi l'on peut jouer, on peut jouer sur différents éléments. Je pense que d'abord, si nos hommes politiques prenaient le courage de dire ceci est l'intérêt de ce pays, ceci ne l'est pas, ce serait déjà un bon pas. Par ailleurs, les États sont libres de leurs alliances. Et ce peut être aussi l'expression de la souveraineté que d'organiser ces alliances autrement. C'est dans l'intérêt de la... Il faut préciser de qui vient cette interprétation. C'est un membre du CNP. C'est un membre du CNP. Voilà, on aura l'occasion de se voir très souvent. Et voilà, il y a des impératifs, des contraintes. Le recteur est parmi nous depuis ce matin, on l'a dit. C'est pour cela que je suis obligé d'écouter cette conférence qui, théoriquement, devait terminer à midi. Je remercie également les étudiants pour leur participation. Et tout à l'heure, également, sur le programme du professeur Géchaché, il y aura encore notre séance avec les enseignants permanents à partir de 12h. Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Jean-François Akondi-Combé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, revenu dans mon université d'origine, l'université de Bangui, pour 2 semaines et demie pour commencer. Alors l'objet de ma descente à Bangui était principalement, après discussion avec le recteur et le vice-doyen, un renforcement des capacités dans le cadre de la formation doctorale, c'est-à-dire des séminaires de méthodologie, encadrer un certain nombre de thèses, susciter de nouvelles thèses. C'est ce que j'ai fait prioritairement, mais j'ai également tenu à donner quelques conférences sur l'État, sur la Constitution, et puis aujourd'hui sur le point de savoir s'il existe une communauté internationale. Et nous poursuivrons cela dans le cadre probablement de cours dans l'avenir. L'intérêt est évident dans le pays où nous sommes aujourd'hui. L'État, il faut réinventer l'État. La Constitution, il faut s'inventer constitutionnellement. Je disais tout à l'heure aux étudiants que l'enjeu aujourd'hui est que la République centrafricaine et les Centrafricains s'inventent une identité constitutionnelle propre, ce qui n'a pas été fait depuis les indépendances. Et peut-être que dans le malheur de la République centrafricaine d'aujourd'hui, on peut trouver les ressources pour pouvoir au moins évoquer les sujets qui intéressent les Centrafricains et se poser la question des raisons qui nous ont conduits dans l'état où nous sommes, et de voir l'avenir et de poser les jalons de l'avenir à travers les instruments que nous souhaitons pour gouverner notre pays, pour avoir exercé notre souveraineté sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, mais aussi sur le sous-sol centrafricain. Autant de questions sur la protection des personnes, sur l'exercice de la souveraineté qui, me semble-t-il, justifie qu'au moins dans le cadre académique, en s'aidant de la franchise universitaire, nous puissions discuter d'une autre manière de ces enjeux-là. Il ne s'agissait pas de discussions politiques, il s'agissait de discussions entre juristes, et c'est aussi une manière de montrer à nos étudiants comment l'art qu'on leur apprend, la science qu'on leur apprend à l'université, sert aussi les enjeux sociaux. C'est ça le rôle fondamental d'un juriste dans son pays. Alors j'ai surtout suivi le débat au sein du Conseil national de transition à propos de l'avant-proposition de constitution, mais aussi les débats, les discussions qui ont lieu pour la préparation du forum de Bangui. J'ai eu l'occasion de rencontrer le comité préparatoire, en tout cas le bureau du comité préparatoire, et avant de venir, j'avais eu l'occasion de jeter un œil juridique sur l'avant-proposition de constitution. J'ai dit acquis de droit ce que je pensais de ce texte-là. Je crois surtout
qu'on est au début d'un processus, qu'il faudrait peut-être sortir de certaines discussions qui sont aujourd'hui en impasse sur la légitimité du CNT, de l'intervention du CNT, des discussions notamment sur le point de savoir qui va aller au présidentiel et quelles sont les conditions que l'on pose pour écarter un tel ou un tel. Il y a des questions beaucoup plus fondamentales que cela et je pense que cet exercice sera réussi si on considère aujourd'hui que l'avant-proposition qui est sortie n'est qu'un premier texte sur la base duquel on peut travailler. Je crois que l'enjeu pour demain, c'est d'abord de permettre que les Centrafricains puissent s'exprimer sur ce qui sera leur acte fondamental. Il y aura le forum de Bangui demain. Le forum de Bangui doit aussi être le cadre dans lequel on demande à ce que les uns et les autres s'expriment sur les valeurs fondamentales du pays. Telles que? Les valeurs fondamentales du pays, telles que l'unité de son territoire, l'unité de sa population, ce sont des choses qu'aujourd'hui nous avons besoin de réaffirmer. Sa souveraineté sur ses ressources, du sous-sol. C'est la question du rapport avec les pays étrangers, avec les sociétés étrangères avec qui on signe des contrats, mais c'est aussi la question du rapport entre les citoyens de ce pays et leur élite qui gouverne, celle de la redistribution des richesses. C'est autant de questions qui sont des enjeux aujourd'hui et qui, parce qu'ils sont au fondement d'une des raisons de la crise, il faut les saisir à bras-le-corps pour pouvoir avancer. Il y a aussi d'autres questions. Depuis les indépendances, le pouvoir chez nous s'exerce par la force. Comment on peut, à travers la Constitution, essayer de juguler ces ensembles-là? Et puis, il y a des questions de société plus générales. Nous ne sommes pas une société asiatique, nous ne sommes pas une société occidentale, nous ne sommes pas une société américaine. Nous sommes des individus, mais nous fonctionnons dans des solidarités de groupes naturels, la famille, l'ethnie, etc. Quel rôle, quelle place nous leur reconnaissons dans notre manière de fonctionner dans ce pays, dans la manière de fonctionner des institutions qui nous gouvernent. Comme vous le voyez, quand je parlais de la Constitution comme l'expression du génie d'un peuple, nous avons dans ce pays, comme tout peuple dans son pays, nous avons notre manière de nous voir nous-mêmes, nous avons notre manière de fonctionner. Et si on veut assurer pour une fois qu'il n'y ait pas une déconnexion entre d'une part la Constitution, les organes du pays et ce qui se passe dans le pays réel, c'est peut-être là l'occasion de donner la parole pour exprimer les principes, ensuite de demander à quelques juristes, je pense que la République centrafricaine n'en manque pas, à quelques techniciens d'accompagner dans la mise en forme juridique, et puis de soumettre l'ensemble au peuple centrafricain. Alors sur la problématique de la juridiction en ce qui concerne la République centrafricaine, la question à mon avis est beaucoup plus large que cela. C'est d'abord la question de savoir si l'impunité se poursuit. C'est ça la question. Si on refuse l'impunité, ce que je crois que toutes les autorités de ce pays refusent, il y a une voie naturelle qui est celle de savoir si le pays dispose aujourd'hui des institutions qui lui permettraient d'assurer la justice à tous ceux qui le méritent dans ce pays. La réponse est évidemment non. Les structures de l'État ne sont plus ce qu'elles étaient. Les structures de l'État ont même été détruites. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation de carence qui nous pousse à aller vers la justice internationale. Aller vers la justice pénale internationale, c'est une idée générale. Il y a plusieurs voies pour y aller. Il y a l'intervention de la Cour pénale internationale. Madame Bensouda était venue à Bangui il y a quelques jours pour examiner cette voie-là, en tout cas pour préparer cette voie-là. Il y a d'autres voies. Il y a la voie, par exemple, qui est envisagée, celle d'une Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine, mais qui est une institution d'ailleurs fort intéressante, mélangeant les aspects internes avec les aspects d'une répression internationale, c'est-à-dire installant dans les tribunaux centrafricains une chambre visant à poursuivre les auteurs présumés ou en tout présumés de la commission de crimes, des crimes internationaux qui sont réprimés par le droit international. Et je pense que cette manière d'inscrire dans nos institutions la répression pénale, c'est-à-dire la justice, en invitant la communauté internationale à travers quelques juges internationaux à se joindre aux juges nationaux, est une voie vraiment intéressante. On l'a vu apparaître là récemment avec ce qui s'est déroulé en ce qui concerne le procès de Hissène Habré au Sénégal. Il y a les chambres extraordinaires africaines qui ont été créées, expérience intéressante. Si la Cour pénale spéciale devait être créée en République centrafricaine sur ce modèle-là, ce serait la première fois qu'on aurait une juridiction qui n'est pas spécialisée, limitée dans le temps, par exemple, ou limitée à juger une seule personne.
Donc les voies sont différentes. Je pense qu'il faut partir du primat qui est celui de tous les Centrafricains. Il faut enfin que justice soit faite et que nul ne puisse se dire que demain il peut répéter les mêmes choses et ne pas être puni. Et à partir de là, on peut discuter des voies et moyens pour